Docteur, professeur Roch, on voit bien à travers cet exemple, cette illustration, la lourdeur de la prise en charge dans nos territoires, aux Antilles. Oui. Enfin, le cancer est malheureusement lourd à traiter partout. Le problème, c'est quand on n'a pas une égalité de chance par rapport aux outils pour le prendre en charge. C'est ce que vous vouliez dire, je suppose. Oui, tout à fait. Oui. Oui ? Oui, on est d'accord là-dessus. Alors, on disait, c'est une technologie qui ne concerne pas seulement la cancérologie, mais aussi la neurologie et la cardiologie. Nous avons donc pu joindre Mona Edreville, les cardiologues. Alors, en quoi aide-t-elle cette technologie, justement, cette discipline, à la détection précoce de maladies liées donc au cardiovasculaire, par exemple. Donc, nous l'avons eu et elle nous en donne quelques précisions. Le TEP-scan, nous l'avons compris, voit vivre nos cellules. Il permet de dépister l'activité métabolique de nos cellules et il peut en particulier dépister tout ce qui est inflammation. Les maladies cardiovasculaires constituent un processus inflammatoire. Il peut dépister également donc des infections et les processus dégénératifs. Alors très concrètement, par exemple, lorsque on a une infection au niveau cardiaque, une valve cardiaque qui est infectée, on appelle ça donc une endocardite. Le TEP-scan permettra de voir précisément l'infection au niveau du cœur, mais surtout le bilan de d'extension de cette infection au niveau de tous les organes. Quelqu'un qui a fait un infarctus du myocarde et qui a été traité par dilatation ou par pontage, on a besoin d'apprécier la viabilité du muscle cardiaque. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir si le cœur a profité de cette revascularisation. Et là encore, le TEP-scan permet de voir les cellules et de voir si, grâce à cette revascularisation, elles revivent. Quelqu'un qui a fait un AVC également, le TEP-scan permettra d'apprécier la plasticité du cerveau. Tout récemment, une étude a été réalisée sur des patients qui étaient comateux et on s'est rendu compte que ces patients, grâce au TEP-scan, avaient encore une activité cérébrale et qui peut-être pouvait s'améliorer alors que si on s'était contenté des examens actuels, on aurait baissé les bras. Alors, c'était le docteur cardiologue Mona Edreville. Un vaste champ d'exploitation médicale, professeur Roch, pour le bien des patients. Donc, on ne peut pas uniquement se cantonner aujourd'hui avec cette technologie à uniquement le traitement de maladies telles que le cancer. Oui, alors le champ d'utilisation du TEP-scanner est de plus en plus important. Maintenant, aujourd'hui, l'essentiel des enjeux, ça reste quand même l'optimisation du suivi du diagnostic du cancer. Bien entendu, il y a de larges espaces d'utilisation que vous avez tout à fait cité sur les problématiques neurologiques, la maladie Alzheimer, la pathologie infectieuse, la pathologie cardiaque. Donc il y aura d'autres utilisations, mais le champ principal est celui pour lequel il y a eu une mobilisation en Guadeloupe, et celui du cancer surtout. Réaction, docteur Bélia? Oui, bien entendu. Le TEP-scan est utilisé actuellement. Les chiffres au niveau mondial sont 70% des cas pour le cancer. Et vous avez entre 30% d'examens TEP-scan qui sont réalisés pour d'autres indications. Et vous avez des indications qui sont en train d'exploser et qui seront très très utiles chez nous. J'insiste sur les indications dans le cadre des maladies infectieuses. Quand vous avez, on a beaucoup de diabète dans nos territoires, on a beaucoup de personnes malheureusement avec aussi des prothèses. Quand vous avez le diabète, ça favorise des infections sur prothèse. Le TEP-scan a vraiment maintenant une indication fondamentale dans le cadre de la recherche d'infection des prothèses, y compris les prothèses endovasculaires. Vous avez également les complications neurologiques, comme l'a dit déjà docteur Edreville, les maladies également inflammatoires. Donc actuellement, ce sont vraiment des indications qui explosent. J'insiste sur ce terme. Et je pense que vraiment le TEP-scan sera l'imagerie de demain. Voilà, c'est un projet, c'est une technologie qui n'a pas fini de se développer. Le plan en 2014-2019 cancer reconnaît, je cite, la perte de chance pour les patients
est réel et que l'inégalité d'accès aux soins est quotidienne. Il prévoit donc de réduire, on parlait il y a quelques instants, d'inégalités, ces inégalités territoriales en favorisant là où cela s'impose, l'implantation de cette technologie, un constat qui avait déjà été établi par de précédents documents. Seule la Réunion, à ce jour, dans les départements d'outre-mer, dispose d'un cyclotron et d'un TEP-scan. Alors, pour indication, depuis 2003, il existe une centaine de TEP-scan en territoire français, une vingtaine de cyclotrons. Et qu'est-ce qui a bloqué? Et c'est une question posée à vous, professeur Roch. Qu'est-ce qui a bloqué dans le bassin antillais-guyanais quand on sait qu'un projet avait été élaboré et avait reçu à peu près la somme de 17 millions d'euros pour sa réalisation? Qu'est-ce qui a coincé et pourquoi on en est aujourd'hui à ce stade? Un projet qui avait été élaboré notamment en Martinique au départ. Oui, alors d'un point de vue historique, il faut resituer les choses. Bon, d'abord, c'est vrai qu'on a vu l'expérience de la Réunion, qui était un exemple, un hôpital, un TEP-scan, un cyclotron, et qui était un gouffre financier considérable et qui le reste d'ailleurs, hein, parce qu'il faut savoir que l'État injecte chaque année pour l'équilibre financier du cyclotron et du TEP-scan, pas du TEP-scan, le TEP-scan ça se finance tout seul, mais du cyclotron de la Réunion, il y a 1,3 million d'euros chaque année de subventions qui sont accordées au GIP qui s'occupe de ce cyclotron. Parce que le bassin de population, avec un seul TEP-scan, la situation n'est pas rentable. À l'époque dont vous parlez, on est dans une situation où la situation financière de l'ensemble des hôpitaux commence à se dégrader et où l'État ne finance pas. Dans la réalité, à l'époque, sur les années 2009-2010, l'État ne finance pas, il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre dont vous avez entendu parler et qui font qu'à la fin de chaque année ou au début de chaque année, on contractualise avec l'État pour le financement de ces déficits. Donc vous avez un hôpital qui tout seul, à qui on a posé la question tout seul, sans la région Martinique, sans la sécurité sociale Martinique, sans la région Guadeloupe, sans la sécurité sociale Guadeloupe, sans les hôpitaux, a eu à prendre une décision d'essayer de porter tout seul ce projet. C'est ça qui est le problème sur un bassin de population qui était de la moitié de celui de la Réunion, avec un déficit qu'il allait devoir... Donc c'était à l'époque alors? Oui, c'est à l'époque. Alors bon, pour tout dire, donc il n'y a pas eu une subvention de 17 millions d'euros, hein, c'est pas du tout ça qui s'est passé, il n'y a pas eu un financement de l'État. On a donné à cet hôpital l'autorisation d'emprunter encore. À l'AFD? D'emprunter encore. Au passage, ce sont des emprunts qui sont des emprunts toxiques dont il a fallu qu'on se défasse et qui ont été utilisés qui étaient prévus pas que pour le cyclotron, pas du tout. Il était prévu pour un certain nombre d'investissements nécessaires et pour financer le déficit, puisque comme je vous l'ai expliqué, il n'y avait rien à l'époque comme dispositif pour faire face au déficit de nos hôpitaux. Voilà la situation. Après, il y a les histoires qui sont conjoncturelles, c'est-à-dire que vous avez, si on se reprend historiquement sur cette période, pendant une dizaine d'années, la médecine nucléaire en Guadeloupe était en difficulté entre 2002 et 2010 bon, il y a eu une coopération très active avec les praticiens de Fort-de-France qui sont venus, le professeur Azalou qui est venu à plusieurs reprises pour maintenir... c'est peut-être ça qui a donné lieu à un petit peu de sensation de frustration, c'est que on a vu ce médecin travailler d'art le plus qu'il pouvait, moi il m'en a témoigné, hein, puisqu'il a disparu depuis, pour être sûr que la médecine nucléaire allait pouvoir réussir à vivre dans de bonnes conditions en la Guadeloupe. Voilà un peu la situation. Et de fait, ce praticien, en effet, est décédé en 2012 alors qu'il devait consacrer 2 années, en 2011, alors qu'il voulait consacrer les 2 dernières années de son activité professionnelle comme consultant pour finir son projet. C'est vrai qu'il y a eu, on va dire en 2011, un arrêt de ce projet qui est dû au fait que dans la réalité, il n'y a pas eu un financement de l'État, c'est inexact, il n'y a pas eu de subvention de l'État. Non, je n'ai pas dit, hein. Non, mais ça a été dit avant vous, hein, ça a été dit, l'État avait financé, c'est inexact. L'État n'a pas financé, l'État a autorisé à contracter des emprunts toxiques à un hôpital qui était malade. Je crois que c'est un projet qui n'était pas conçu comme il devait l'être, avec tous les acteurs, c'est-à-dire les Guyanais, les Guadeloupéens, les Martiniquais. Nous étions un petit peu seuls et c'est vrai que il n'y a pas une équipe d'interlocuteurs comme on a actuellement en Guadeloupe avec l'équipe de Bélia que je salue au passage puisque je n'avais pas eu l'occasion de lui parler, mais voilà, je pense que
si tous les acteurs à l'époque avaient pu se mettre autour de la table, ça se serait mieux fait, quoi. Vous estimez aujourd'hui être un peu démunis du côté de la Martinique en termes de soutien ? Sur quel sujet ? Parce que vous citiez le cas du docteur Bélia. La Martinique, comme les hôpitaux de la Martinique, comme les hôpitaux de la Guadeloupe, ne sont pas en abandon de soutien par l'État. L'État finance un déficit de nos hôpitaux qui est de l'ordre de 20%. Mais en termes de mobilisation régionale ? En termes de mobilisation régionale, c'est différent. Non, la région Martinique est très mobilisée pour le projet cyclotron. Alors, réaction par rapport à ce qui a été évoqué par le professeur Roch du premier projet, docteur Bélia, relatif à l'installation de cette technologie aux Antilles et finalement qui a en quelque sorte capoté. Écoutez, je suis très heureux ce soir, donc je salue le professeur Roch de nouveau, d'avoir ces détails. Moi, je vais vous dire les choses du côté guadeloupéen, comment les informations qu'on avait étaient bien plus laconiques. Moi, je me suis installé donc effectivement dans le service de médecine nucléaire au CHU de Pointe-à-Pitre en 2011. Jusqu'à 2011, c'était une collaboration très très active avec le CHU de Fort-de-France, avec feu le professeur Azalou, que j'ai bien connu également, avec les internes donc de la Martinique qui venaient régulièrement travailler en Guadeloupe. Et donc à mon arrivée, nous avons poursuivi cette collaboration, et cette collaboration se passe, il faut le dire, les choses se passent très bien. Et avant mon installation ici, il était question de poser la première pierre du cyclotron de Martinique, du dossier monté par le professeur Azalou. La première pierre devait être posée en décembre en 2011. Pour être extrêmement précis, ce sont les éléments qui m'avaient été donnés par les autorités de la Société française de médecine nucléaire et le coordonnateur de la médecine nucléaire en France. Donc c'est un dossier qui, sur le papier en tout cas, semblait tenir la route. Il était dit que les financements avaient été validés. Il y avait Madame Roselyne Bachelot qui était passée quelques mois auparavant. Donc voilà, on était très optimistes. J'ai beaucoup travaillé avec Cyprien Draganescu, et le professeur Baillet, les médecins nucléaires du CHU de Fort-de-France. Et nous avons même écrit au ministère un courrier en commun. C'était en 2013, ne voyant pas les travaux commencer. Donc maintenant j'apprends qu'il y avait des empreintes toxiques. J'imagine bien que nos hôpitaux effectivement sont extrêmement endettés, mais c'était une information que je n'avais pas. Non, on l'a su comme tout le monde après. C'est vrai que sur toutes ces années entre 2002 et 2010, on va dire, l'autorisation de fonctionnement du service de médecine nucléaire de la Guadeloupe n'a été possible que parce que Hervé Azalou puis Cyprien Draganescu ont porté l'autorisation, et ils l'ont fait avec un grand plaisir et un grand dévouement en ce qui concerne les deux, et particulièrement Hervé Azalou, qui était à l'époque déjà malade et qui au passage était venu au secours de ce centre alors que votre médecin nucléaire a été malheureusement frappé par la maladie qu'il a eue lui par la suite. Donc il y a eu une collaboration qui est une collaboration étroite, et c'est vrai, vous avez raison de le souligner. En 2011, les choses se sont un petit peu arrêtées. Quant au financement, on a entendu pendant plusieurs mois que tout ça avait été financé en Martinique, les Martiniquais n'avaient pas voulu le faire, et c'était inexact. C'est inexact. Il y a eu une autorisation à faire un emprunt pour un hôpital tout seul dans des conditions qui n'étaient pas des conditions qui permettaient de la viabilité du projet. Alors dans le deuxième temps, nous allons parler des deux projets particulièrement, mais nous allons peut-être nous arrêter sur le rôle de l'État. On a évoqué l'État il y a quelques instants, le professeur Roch en a parlé. Quel est le rôle de l'État, et c'est une question que je vous pose, peut-être que vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit, ou alors sur le rôle de l'État dans la procédure. Non, je vais réagir sur le rôle de l'État. Dans la procédure, donc est-ce qu'il faut son autorisation pour l'installation de cette technologie ? Alors, ce sont des équipements, la caméra TEP est un équipement matériel lourd, et là vous avez besoin d'une autorisation qui est donnée par l'État, en l'occurrence par l'ARS. Maintenant, les cyclotrons, dans la circulaire de 2001, les cyclotrons étaient classés équipements industriels, et donc vous n'avez pas besoin d'autorisation autre
particulière que celle que donnera l'ARS. C'est de l'ordre privé. Voilà, c'est de l'ordre privé. Et alors, je reviens sur le rôle de l'État. Clairement, en France, que je sache, parmi les 22 cyclotrons, y compris le cyclotron martiniquais, l'État a toujours participé au financement des cyclotrons, mais jamais exclusivement. J'insiste, ce sont les équipements industriels, et donc vous avez toujours un industriel, et souvent on fait appel à la région. Il faut savoir que le dossier, par exemple, de la Réunion, vous aviez des fonds, on va dire, du conseil régional. Donc, le rôle de l'État est toujours d'inciter. La circulaire de 2001 incitait, et le dit bien, le dit clairement, nous allons inciter les industriels à s'installer de façon organisée sur le territoire français, mais si on ne peut pas attendre uniquement l'État pour monter ce type de projet.